Pour Anita Turkey, la poésie est une évasion. Sa plume témoigne de ses peines et de ses joies. Son récent recueil de poèmes, From Dust to Destiny, regroupe plusieurs poèmes qu'elle a écrits au cours de sa vie jusqu'à maintenant. Dans cet épisode de Mots et écrits, elle nous parlera de sa passion pour la poésie. Anita, c'est une battante, c'est maman, j'ai travaillé dans plusieurs emplois et là où je suis arrivée, moi-même, je suis épatée. Je n'attendais pas du tout que le destin promène moi. Et maman de 2 enfants, un fils, une fille, et Anita, grand-mère aussi, de 2 petites filles. Et voilà, je suis épatée moi-même comment la vie a réservé des surprises, mené à trèfle, et me marier à Rosille, et une bouchée pour Floréal, et puis de Floréal, me venir ici. Et me penser ici avec l'âge, et me penser l'année établie, pénal de bouger encore là, et voilà. Et vous êtes aussi poète. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce parcours de poète? Poète, je ne dirais pas poète comme un grand poète, mais j'avais déjà en moi la passion de l'écriture et dès mon enfance, je crois, ma génération, c'était la génération des années 60 et je suis née en 63. Et à l'école, il y avait enfance mauricienne. Et dans l'enfance mauricienne, je crois, il y avait un poème, Si tu trouves sur la plage, je ne sais pas si vous allez savoir c'est quoi, je parle là, mais les personnes qui ont vécu de cette génération vont savoir. Si tu trouves sur la plage un très joli coquillage qui compose le numéro aussi en 00, et l'oreille à l'appareil, la mère te racontera dans sa langue des merveilles que papa te traduira. Et de là, j'ai gardé, je sais que c'est quoi le poème, et puis j'ai grandi, j'aimais l'écriture, mais je n'ai jamais pensé comme si, avec le temps, que j'allais écrire 2 livres. Le premier, c'était en 2015, c'était From Dust to Glory, et puis le deuxième, c'est voilà ce que j'ai écrit, Dust to Destiny, et j'ai voulu le faire en 3 langues. Et que signifie ce monde de la poésie pour vous? Pour moi, la poésie, ça veut dire à l'intérieur de moi-même, il y a un feu. J'ai vu les gens, comment la vie, comment ça se passe, et je me suis inspirée de ça. Et la poésie, c'est aussi pour faire euh, passer un message pour moi. Le plus profond de moi-même, c'est du vécu et j'ai appris beaucoup avec les gens. On m'a beaucoup enseigné, le leçon de la vie m'a beaucoup enseigné. Et vous allez remarquer que c'est ça qu'il y a dans le livre. Nous sommes ici chez vous aujourd'hui parce que justement vous venez de lancer un deuxième livre, un recueil de poèmes, From Dust to Destiny. Est-ce que vous pouvez nous parler du contenu du livre, un peu des poèmes? From Dust to Destiny, c'est un titre très vaste et très profond. Et je dirais que je pense à moi-même, d'où je suis sortie et d'où je suis arrivée. Et le destin, tout le monde a un destin, hein, tout le monde a un destin et il faut croire en soi. Et malgré toutes les étapes qu'on passe, il faut marcher de l'avant parce qu'on a ce destiné à aller atteindre. Et voilà, je l'ai écrit dedans. Et voilà, c'est le destin. Tout le monde marche vers le destin, quoi. Aujourd'hui, c'est le destin. On est là, c'est le destin. Et je dois marcher encore vers ma destinée finale. À quoi est-ce que les lecteurs peuvent-ils s'attendre quand ils vont ouvrir ce livre et découvrir les poèmes? De quoi parlent les poèmes? La plupart des poèmes, ça parle comme si les problèmes des gens, comment les gens doivent prendre courage dans les moments difficiles et croire en eux-mêmes, parce qu'au-dedans de nous, de tout à chacun, il y a une force
qu'on doit aller découvrir, mais parfois quand on ne découvre pas cette force, on se sent, quand on tombe, on s'assoit. Ben, le poème parle beaucoup de réveil, mets-toi debout, sache qui tu es, et prends courage. Et voilà, ça parle des difficultés de la vie, mais la vie n'arrête pas là et on doit aller vers sa destinée. Et justement, est-ce qu'il y a des thèmes ou des messages en particulier que vous avez choisi d'aborder dans vos poèmes? Ben, des messages, oui. Par exemple, il y a un poème que j'ai écrit sur la femme, parce que j'ai rencontré beaucoup de femmes qui se sentent humiliées par les problèmes de la vie, même au travail, à la maison. Mais j'ai parlé là-dessus, la femme, lève-toi, sais qui tu es, battre et va vers ton but. Et justement, pouvez-vous nous parler d'une expérience particulière qui vous a inspiré à écrire l'un de vos poèmes? Au fait, en 2015, quand j'ai écrit ce livre-là, j'ai passé par des moments très difficiles. Ben, à chaque fois, je dis que quand je rentre dans ma caverne, moi, je n'ai pas dormir, je n'ai pas mourir. Alors, j'ai pris ma plume, j'ai écrit. Et là, en 2015, que j'ai décidé à faire le premier livre, à mettre le livre devant tout le monde. Et voilà, j'ai écrit le puzzle de la vie, par exemple. Le puzzle de la vie, il y en a dedans. Ça veut dire il y a des bons et des mauvais moments. Euh, tout cela, c'est fait pour notre bien. Quand on regarde le côté positif de la vie, tout ce qui se passe, au fait, c'est pour notre bien. On grandit avec, et quand on est arrivé à sa destinée, quand on est arrivé au but, regarde là, j'ai fait 2 livres, je suis fière de moi-même à cet âge, hein, je suis la soixantaine, mais là j'ai dit, waouh, j'ai atteint un but que moi-même je n'attendais pas, mais je suis arrivée à cela. Et là, je fais comprendre aux gens le puzzle de la vie, que même tous les petits trucs, tu rencontres des gens bons, tu rencontres des gens mauvais, ceux qui t'ont fait du bien, ceux qui t'ont fait du mal, ce sont les puzzles de la vie. Quand tu fais ça, joindre ces puzzles-là, et là, tu regardes, avec l'âge, quand tu regardes, tu dis, oui, c'est ma vie, j'ai vécu. Et de nombreux de vos poèmes dans le livre From Dust to Destiny expriment un sentiment de nostalgie ou de recherche de quelque chose de plus profond dans la vie. Est-ce qu'il y a une raison derrière? Ben, Anita, c'est un personnage déjà très sentimental, très sensible, mais quand même, il y a des gens qui me voient, ils peuvent dire, elle paraît dure, mais au fait, à l'intérieur de moi-même, je suis quelqu'un de très sensible. Ben, je touche le plus profond de moi-même et voilà d'où vient cette nostalgie et je suis très romantique aussi. Ben, ça vient dedans et je suis très faible, sensible aux problèmes des gens et c'est là d'où vient cette nostalgie. Je l'explique, je l'exprime avec ma plume. On remarque aussi dans le livre From Dust to Destiny que chaque poème a été traduit en créole. Est-ce qu'il y a une raison derrière cela? Ah oui, certainement. Au commencement, quand la langue créole, tout le monde parlait de la langue créole, franchement, vous dire, je ne suis pas d'accord parce que j'étais dans cette génération où là, les enfants doivent aller à l'école, apprendre l'anglais, le français. J'ai dit créole. Mais créole, là, c'est déjà langue maternelle, ça qui est bizarre à apprendre avec ça. Et avec les cours des temps, quand j'ai appris que la langue créole, c'est plutôt littéraire, c'est une langue. Parce que pour moi, ce que j'écris là, je dois passer, je dois communiquer, je dois dire aux gens, ben, les langues, je vois, c'est un moyen de communication, c'est tout. Et je fais passer le message et je dis, tout le monde va comprendre. Et certainement, avec, en ce moment-ci, que je peux promouvoir la langue créole, je dis, ben, pourquoi pas ne pas traduire le livre en créole. Je suis sûre que beaucoup vont apprécier. Et surtout les jeunes peut-être follow créole à cette heure. Et pourquoi est-ce que vous pensez que la langue créole doit être encouragée parmi les jeunes surtout? Oui, parce que la langue créole, et vu qu'il y a un langage qui ban la puis travail, je pense que la langue créole pour faire un petit peu le monde aussi, le monde entier, ah ben, pour montrer son île, pour montrer que la langue a une valeur, malgré dans qui société, mais toute langue a une valeur.
Ben, me trouver une bonne affaire qui je peux promouvoir la langue créole. Nous fiers de nous l'île, non? Fiers d'être mauriciens. Et parmi tous ces poèmes dans le livre From Dust to Destiny ou même dans votre premier livre From Dust to Glory, est-ce qu'il y a un poème en particulier qui vous touche le plus? Oh oui. Et il y a un poème que j'ai écrit dans le livre Dust to Glory. Et ce poème, La grâce de Dieu dans ma vie. Et cela pour moi, c'est d'où me puise la force. Et c'est ça qui me donne de moi courage. Je crée tout ça fait, hein? Le puzzle de la vie. Et tout tourne autour de ça. Une force intérieure. Et me penser cette force intérieure, elle vient d'une force supérieure. Et voilà, ce poème me met la grâce de Dieu dans ma vie. Parce que Anita, longtemps, me suis bien timide, hein, me suis bien timide, pas juste timide, complexée aussi. Complexée et arrivant à un certain âge, qui m'a découvert qui m'a été et me confiance dans celui, qui me donne le souffle de vie. Et me penser ça la force là, comme on arrive à comprendre ça la force là, cette force qui est intérieure de moi, ben c'est ça qui m'a donné, qui m'a poussée. Est-ce que, disons, 20 ans, 30 ans de cela, est-ce que vous auriez imaginé un jour écrire 2 livres de poèmes? Jamais. C'est, pour moi, c'est moi-même, je suis impressionnée de ce que j'ai fait. En 2015, qui m'a dit Dust to Glory. Et comme on dit Dust to Glory, moi, jamais moi pensé qu'il prenait un deuxième livre, hein, parce que ce n'était pas mon rêve. Mais je suis capable de dire le chemin du destin qui m'amène moi jusqu'à là. Et c'est vraiment content d'écrire et moi, je me très préserve les choses de très longue date. Moi, je me garde des souvenirs, tout ça, hein, me garde des souvenirs. Et je pas y penser si ces souvenirs pour amener moi jusque-là. Et parlant de souvenirs, on voit aussi que vous avez des albums de stamps. Est-ce que c'est un passe-temps pour vous de collectionner des stamps? Oui, c'est pour ça que j'ai retiré ça, pour vous montrer combien je suis appliquée aux temps anciens, le passé, comment le passé m'a marqué. Et c'est vrai, ça celui-là, c'était quand j'étais forme 2. Voilà, forme 2. Et puis, ce que je constate, j'aimais toujours écrire. J'écris dedans. C'est pour ça que j'ai retiré ça. J'ai dit, je garde, voilà, ça aussi, j'ai écrit. Et dedans, s'il y a de l'écriture, ben là, j'ai compris. Ben, je dis, ben, tout le temps, c'était comme ça. C'est pas maintenant que je suis comme ça. C'est imprimé en moi, c'est en prêt. Justement, est-ce que vous auriez un conseil à donner à une personne qui a du mal à trouver sa voie dans la vie? Oui, le conseil, c'est écouter la voix d'en haut pour suivre ses voix. Parce que le souffle de vie, ça ne vient pas de nous. Ça vient d'un être suprême. Quand on écoute sa voix, et là on entend ses voix, et on suit ses voix. C'est ça qui va nous retirer de tout. Et qu'espérez-vous que les lecteurs retiennent de vos poèmes? Ben, qu'ils retiennent, parce qu'il y a beaucoup de conseils. C'est un poème, mais ça aussi, c'est un poème qui les emmène vers le bon chemin s'ils veulent comprendre la profondeur. S'ils veulent comprendre la profondeur. Dans tout, je dis, sache qui tu n'es pas un hasard, tu as de la valeur. Et pour cela, tu auras la force pour te mettre debout, pour comprendre que tu es fort. Tu n'es pas un hasard, tu n'es pas n'importe qui. Si tu es là, il y a une raison d'être et fais ce que tu dois faire. Et finalement, si vous avez quelque chose à dire aux personnes qui vous regardent en ce moment par rapport à l'écriture ou même par rapport à la vie, ce serait quoi? Ah oui, tu sais, l'écriture, ça t'aide aussi à te défouler, hein, à te défouler. Parce que quand j'avais des problèmes en 2015, c'était très dur. Et quand j'ai pris ma plume, et comme si ça sortait à travers la plume. Et voilà, sache que l'écriture, c'est quelque chose qui va te rendre. Tu peux mettre tes souffrances dans ton écriture.
et tu te défoules à travers de ça. Les puzzles de la vie. La vie est un mystère, vivant le surnaturel dans le naturel. Comment l'ajuster? Tant de questions, souvent sans réponse. Les hauts et les bas, les bons et les mauvais moments, on le vit tous. En pèlerinage sur terre, on chemine chacun d'une manière ou d'une autre vers un même but, pour atteindre une destination certaine. Les bons moments, on les aspire tous. Les mauvais moments, difficiles à accepter et comprendre. Vis ton parcours paisiblement, en sachant que tout est fait pour des raisons, en sa saison. Assemble les puzzles de ta vie. Viendra le jour où, après tout surmonté et vécu, tu atteindras une dimension. Tu verras les choses dans l'angle où les puzzles s'assembleront, dans leur place appropriée. Tu te diras alors, voilà l'histoire de ma vie, cadeau que Dieu m'a offert. Le plus merveilleux, quand les autres en profiteront davantage, les héritages que tu auras laissés. L'histoire du marronnage de l'île Maurice raconte une histoire de résistance et de bravoure face à l'esclavage et à l'oppression. Durant cette époque, l'île Maurice, petite île de l'océan Indien, était devenue une plaque tournante de la traite orientale des esclaves avec des personnes réduites en esclavage en provenance de diverses régions. Les communautés marronnes sont nées de leur résistance. Inspiré par leurs histoires, notamment par les travaux documentaires d'Amédée Nagapen, Raphaël Audibert s'est engagé dans l'écriture d'un livre intitulé « L'héritage marronnage ». Ce livre retrace les parcours de nombreuses personnes réduites en esclavage, mettant en lumière leur lutte acharnée pour la liberté. L'objectif de cet ouvrage est de rendre hommage à ces individus qui n'aspiraient qu'à une chose, être libres. Le projet que l'on porte s'appelle l'héritage marronnage. Il est focalisé sur la résistance à l'esclavage. Et ce projet a pris naissance lorsque j'étais guide de randonnée sur la montagne du Morne et dans les gorges de la rivière Noire. Là-bas, j'avais pour mission de raconter l'histoire de ces marrons. Et finalement, je me suis rendu compte que les gens autour de moi et moi-même, nous étions assez peu renseignés sur le sujet. C'est comme ça que j'ai décidé d'approfondir. Lors de mes voyages, j'ai eu l'occasion de rencontrer des communautés Rastafari et ils m'ont transmis leur héritage autour du marronnage. Et c'est comme ça que l'intérêt est venu. Et en arrivant à Maurice, j'ai choisi d'approfondir le sujet pour mon pays et voilà où nous en sommes. Et justement, après toutes ces recherches, est-ce que vous pouvez nous dire qui étaient ces personnes? Donc les marrons, en général, sont des personnes en situation d'esclavage qui choisissent de s'enfuir. La forme principale de marronnage est donc la fuite et l'établissement de manière plus ou moins pérenne dans les forêts. On parle de petits marronnages qui est en général moins de 3 mois et de grands marrons qui, eux, s'installent dans la forêt définitivement, donc plus de 3 mois. Il y a d'autres formes de résistance à l'esclavage qui existent, notamment la piraterie, la littérature. Certains avocats ont lutté pour l'abolition et donc on a essayé de leur rendre hommage à eux aussi et donc de décortiquer comme ça les éléments importants. Maintenant, les marrons en eux-mêmes, on ne peut pas les catégoriser dans un seul profil puisqu'ils sont nombreux. Ils ont vécu différentes expériences et chacun a fait son chemin individuel. Ce n'est pas un phénomène collectif, mais bien un amas d'individualité. Ces gens-là ont fait de leur maximum qu'ils pouvaient dans les circonstances qui leur ont été données. Et vous, en tant qu'auteur de ce livre, quels sont vos sentiments envers la vie que ces personnes ont menée? Comment est-ce que vous sentez après toutes les recherches que vous avez faites? D'un point de vue individuel, je me suis rapproché du sujet déjà en me projetant à leur place. Je pense que ce soit à travers l'adolescence ou même en tant que
dans les réflexions que l'on mène en tant que jeune, parfois le sentiment de rébellion peut être fort et donc on se sent enclavé et d'imaginer la prise de décision et le courage qu'il a fallu pour vivre cette vie, ça m'a motivé, ça m'a inspiré. Quand on se balade en forêt, que ce soit au Morne ou dans les gorges de la rivière Noire, on voit des lieux de vie potentiels. C'est vrai que l'imagination prend le dessus et on s'imagine pouvoir monter une case là ou se baigner ici. Et c'est possible de se projeter dans leur vie. Et donc c'est un peu dans ce processus-là que m'est venue la plupart de mes déductions au début, qui ensuite sont devenues des recherches. Ces recherches se sont confirmées et maintenant c'est un livre. Donc le livre, c'est un ouvrage où les pages sont indépendantes les unes des autres. Donc chaque histoire peut se lire en elle-même, du début à la fin, en une page. Mais en faisant la lecture totale, on se rend compte que le phénomène est assez général, que les peuples esclavés n'ont pas été victimes de leur histoire, ils ont été acteurs de la résistance. Et le livre est illustré par Sébastien Tahucat et Mathieu Maigreau, qui sont des illustrateurs avec qui j'ai collaboré longuement pour les permettre d'avoir assez d'éléments pour réaliser ces dessins. On est aussi soutenu par le National Arts Fund qui est investi dans le projet et par le Centre Nelson Mandela qui en a fait l'édition et qui sera le distributeur du livre. D'un point de vue physique, on a essayé de faire de la bonne qualité, on a essayé de faire notre mieux et on a d'autres produits qu'on aimerait créer à partir des histoires qui sont disponibles dedans pour justement permettre de propager les informations qu'on a trouvées pertinentes. Et qu'espérez-vous que les lecteurs y retiennent de ce livre? Donc je pense que les lecteurs en général pourront construire... Tu viens gâter? Ouais. Je pense que les lecteurs pourront retenir de l'histoire commune, de l'histoire qui nous rejoint, parce qu'on se rend compte que notre histoire est nuancée. Il y a beaucoup de non-dits qui n'ont pas été transmis comme ils auraient dû pour différentes raisons, principalement liées à des rapports de force. J'aimerais aussi que les lecteurs découvrent leur passé, ou en tout cas le passé de la résistance. On n'a pas fait l'étude de la situation générale de l'île, mais vraiment d'une minorité, l'étude de la résistance elle-même. Donc on y retrouve beaucoup de courage, de la motivation surhumaine et des circonstances parfois difficiles. Donc dans ces circonstances-là, je pense que les gens peuvent se retrouver parce qu'on fait au final un pont entre le passé et la situation actuelle. Et ça nous permet donc d'analyser aussi les temps présents et de faire un regard sur cette actualité. Et vous avez mentionné l'éducation qu'on a eue à l'école par rapport aux personnes qui ont été esclavées. Est-ce que vous pensez que ces histoires, peut-être pas uniquement le livre, mais les histoires de ces personnes doivent être enseignées dans les écoles, qu'on sache un peu plus sur les personnes qui ont été esclavées? C'est vrai que c'est le lieu d'éducation primaire aujourd'hui. La famille et l'école éduquent les enfants ensemble et je pense que nous avons attaqué déjà le cercle familial et le cercle proche pour enseigner justement l'histoire de notre peuple parce que une fois que ce sera fait, les écoles vont suivre. Je ne suis pas certain qu'il faille commencer par l'éducation dans les écoles. Je pense que déjà le public peut prendre connaissance par lui-même de la... Je viens, ok? Le public pourra prendre connaissance par lui-même de l'information historique et l'éducation nationale pourra suivre. Donc la plaidoirie que l'on est en train de mener n'est pas dirigée directement vers les écoles, même si nous sommes confiants qu'ils vont suivre le mouvement en temps et lieu. Ça prendra le temps que ça prendra. C'est ici que prend fin cette édition de Mots et Écrits.
Au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode. À très bientôt.